Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour les Havrais, bienvenue dans votre Magal West de ce jeudi 16 novembre 2023. On est en direct sur Westrack Radio, c'est Lucie avec vous. Aujourd'hui, on va parler théâtre, concert, on va aussi parler de l'orchestre d'harmonie de la ville du Havre, puisque un concert se tiendra avec eux. On aura donc un entretien avec Mathieu Burnel pour découvrir ce spectacle. Une info locale aussi, au dernier conseil communautaire, des mesures ont été prises pour combler le déficit des recettes. Mathieu nous donnera plus d'informations dans le Flash Info du soir. On va aussi parler musique avec It's a Bomb. C'est le nouvel album de Tonnerre et Biquet 3. On aura l'occasion de découvrir plusieurs morceaux de l'album. Enfin, on parlera théâtre en compagnie de la compagnie Metalaps avec Rebecca Handley qui est responsable artistique de la compagnie. Elle nous présentera donc la programmation pour cette fin d'année. Le mois de novembre étant déjà bien entamé et surtout pour décembre avant de découvrir la programmation 2024 un peu plus tard. Voilà ce que je vous propose pour ce Magal West du jour. On va aussi faire un petit tour du côté de la météo et comme tous les jours de nos sorties au Havre, dans l'agglomération, que ce soit des sorties culturelles ou des événements à ne pas rater. Voilà ce que je vous propose pour aujourd'hui. Installez-vous tranquillement, vous êtes sur Westrack avec moi pendant 1 heure et on va commencer tout de suite avec la météo. Aujourd'hui, le soleil va se coucher plutôt à 17h16 et on va donc perdre 3 minutes de soleil. Dans l'après-midi, attendez-vous à de la pluie. La température atteindra les 12 degrés pour cette fin d'après-midi avec un ressenti autour de 10 degrés. Le vent va continuer de souffler jusqu'à ce soir. Pour l'instant, il est aux alentours de 26 km/h, orientation du vent sud-ouest. En soirée, il va continuer à souffler plus fort, entre 30 et 35 km/h. Il faudra aussi vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. La température pour cette soirée va tourner aux alentours des 10 degrés. Pour cette nuit, il fera tout aussi frais. Pensez donc à bien vous couvrir, surtout si vous sortez. Demain, vendredi, le soleil se lèvera à 8h13 et se couchera à 17h15. On va perdre 3 minutes de soleil. Demain matin, dans l'agglomération, attendez-vous à de la pluie. La température sera de 10 degrés avec un ressenti assez frais, compris entre 6 et 7 degrés. Le vent, lui, sera tourné vers l'ouest, nord-ouest, entre 30 et 35 km/h. L'humidité relative de l'air sera de 66%. Demain après-midi, il va aussi pleuvoir à Cauville-sur-Mer, Le Havre et Saint-Aubin-Routot. La température de demain après-midi atteindra les 11 degrés avec un ressenti plus frais entre 20 et 21. Pour donc cette soirée, le vent sera compris entre 19 et 20 km/h direction ouest-nord-ouest. Et enfin, demain en soirée, de nombreuses éclaircies vont accompagner le ciel. La température sera par exemple entre 10 et 11 degrés avec un ressenti assez frais de 9 et une petite brise accompagnera aussi votre soirée demain, en moyenne 10 à 13 km/h direction ouest-sud-ouest. Voilà pour notre météo du jour. On va retrouver tout de suite l'essentiel de l'actualité avec Mathieu. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce jeudi 16 novembre. Si la situation financière de la communauté urbaine était confortable en début d'année 2023, les dépenses ont durant l'année progressé plus vite que les recettes. L'augmentation massive du coût de l'énergie et des taux d'intérêt qui sont aux alentours de 4% pose un certain nombre de défis. Des mesures doivent donc être prises. Sont prévues une augmentation de la cotisation foncière des entreprises dont le taux devrait passer à plus de 25%, ainsi qu'une réduction de certaines dépenses de fonctionnement, notamment le cadencement des tramways qui sera réduit à toutes les 10 minutes contre 8 minutes actuellement, mais aussi des investissements qui seront retardés. Des choix devront être faits, les investissements devront être différés et le Havre prendra sa part du fardeau, a déclaré Édouard Philippe au sein du conseil communautaire.
C'est reparti pour 6 ans. Le conseil communautaire qui était réuni ce jeudi 9 novembre a accordé une nouvelle délégation de service public à la société Transdev pour l'exploitation du réseau LIA. Un renouvellement qui intervient pour une période qui verra certains bouleversements, notamment le chantier de la 3e ligne de tramway. Les nouveautés ne s'arrêtent pas là. Ces derniers qui seront entièrement dévoilés début 2024 ont déjà été discutés par les conseillers communautaires et présentés dans leurs grandes lignes par le vice-président à la mobilité Pascal Leprêtre. 6 lignes seront converties en lignes chrono avec un cadencement amélioré et des facilités de passage au feu et viendront s'ajouter aux 2 lignes chrono déjà existantes, la C2 et la C3. Des lignes de bus supplémentaires amélioreront la couverture du territoire et la desserte de la zone industrielle. Enfin, un service de transport à la demande sera institué sur l'ensemble de la communauté urbaine ainsi que la possible location de 2600 vélos. L'EHPAD Les Escales a été placé sous administration provisoire pour 7 mois depuis ce mardi 14 novembre. La gestion de l'établissement regroupant 6 résidences au sein de la cité Océane relève de la mission d'équilibriste. Fin septembre, la difficulté de ce dossier s'est concrétisée avec une cessation de paiement. L'établissement n'était plus en capacité de payer la société de bâtiments publics Eiffage pour la construction du 3e EHPAD dans le quartier de l'Eure au Havre. Le budget 2024 ne se présente pas de la meilleure des façons. L'année démarre avec un prévisionnel négatif de 1,9 million d'euros selon la CGT. Édouard Philippe, maire du Havre et président du conseil d'administration, suit le dossier personnellement. Il a reçu les représentants du syndicat le 26 octobre dernier. Il les rencontrera à nouveau le 11 mars 2024 à la fin de la période d'accompagnement. En attendant, l'administration provisoire de l'établissement a été confiée à Ingrid Lovray, experte en matière d'accompagnement des établissements sociaux et médico-sociaux. Du vendredi 24 au dimanche 26 novembre, une vente aux produits artisanaux réalisée par les sœurs de la communauté du Carmel ainsi que par d'autres monastères français est organisée au Carmel du Havre. Les religieuses produisent des crèches en céramique, des confitures et gelées, des doudous, des cartes, des bougies, des gants et des serviettes. Depuis 1894, elles occupent le monastère de la ville haute. Aujourd'hui, elles sont 15 à y vivre, à la fois retirées du monde et en lien avec lui à travers des moments de rencontre, à l'instar du week-end où elles tiendront ce village artisanal. Le village ouvrira ses portes le 24 novembre à 14h et fermera donc ses portes le 26 novembre à 18h30 au monastère du Carmel du Havre, rue Félix-Faure au Havre. Et enfin, à seulement 28 ans, Kelly Moidon vient d'ouvrir la cave à vin Francis au 19 allée Aimé Césaire au Havre dans le quartier d'Anton. Diplômée de sommellerie et après 5 années en tant que caviste, la jeune femme lance toute seule son premier commerce. Au total, elle propose pas moins de 300 références de vin provenant de toute la France, dont la quasi-totalité est bio. La jeune femme compte organiser des événements de dégustation thématiques en 2024. En attendant, elle propose également ses services aux restaurateurs du Havre pour les aider à composer leur carte des vins. La cave à vin Francis est ouverte les mardis et mercredis de 10h à 19h et joue les nocturnes du jeudi au samedi en fermant à 23h. Merci Mathieu. Et puis des nouvelles du Hangar Zéro. La cagnotte participative lancée cet été par le Hangar Zéro est prolongée jusqu'au 26 novembre. Déterminés, les bénévoles comptent bien faire perdurer le tiers-lieu dans le quartier de l'Eure en proie à des difficultés financières. Ancré dans le quartier de l'Eure, le hangar se veut en évolution constante en fonction des besoins des habitants voisins, en gardant toujours en ligne de mire la transition écologique. Aujourd'hui, le Hangar Zéro, ce sont près de 450 sociétaires, une soixantaine de bénévoles et 10 salariés. Mais pour faire vivre le tiers-lieu, la société coopérative d'intérêt collectif, aussi appelée SCIC, qui l'administre, a besoin de financement. Alors il y a quelques mois, et vous le savez sur l'antenne de Westrack puisque nous les avons reçus en interview, ils ont lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme Mimosa. Près de 23 000 € ont été collectés depuis. La cagnotte en ligne a été prolongée jusqu'au 26 novembre 2023. Les bénévoles espèrent atteindre les 30 000 € pour poursuivre les travaux de réhabilitation du hangar. L'équipe de bénévoles s'inscrit dans une démarche environnementale et elle utilise des déchets ou des produits biosourcés, teste de nouveaux procédés, notamment avec l'inauguration d'une serre dernièrement. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur le site du Hangar Zéro ou à réécouter l'interview qui est disponible sur le site de westrack.com. Dans l'onglet podcast, vous retrouverez le Mag à l'Ouest dans lequel j'ai reçu
les membres du Hangar Zéro et qui nous ont expliqué leurs difficultés. Vous pouvez participer bien sûr à la cagnotte ou vous rendre sur leur site pour avoir plus d'informations. Il est 17h10 sur Westrack Radio. Merci de votre écoute pour ce Magal Ouest. Comme toujours, j'ai déniché pour vous des événements, notamment un ciné-débat, un concert, une pièce de théâtre à ne rater sous aucun prétexte. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Le ciné-débat Le Havre contre la peine de mort, en compagnie de Amnesty International Le Havre et le cinéma Le Studio, sera organisé ce soir avec un film Cet hiver à Téhéran de Steffi Niederzoll. La projection sera suivie d'un échange avec Madame Anne Denis, qui est co-responsable de la commission abolition de la peine de mort d'Amnesty International France. C'est donc ce soir à 20h45 au cinéma Le Studio. Vous pouvez encore réserver vos billets sur place. Tarif 5,80 €. À Fécamp, c'est un concert que je vous propose. Royal Blue Hotel organise un concert donc avec Laurent Barré, accordéoniste diatonique, très connu des amateurs de chant, de marins et de musique traditionnelle en général. Une rencontre entre le blues du Delta et celui des Terres Neva. C'est ce soir à partir de 19h30 au bar-restaurant La Boucane Grand Quai à Fécamp. Et enfin du théâtre, puisqu'on va parler de théâtre dans cette émission. Ce soir, on récolte ce que l'on sème. C'est donc ce soir à 20h. Il y a plusieurs séances. Vendredi, samedi à 21h, dimanche à 15h. C'est à la Comédie du Havre, 108 rue Maréchal Joffre. Ça parle du couple idéal, surtout ceux qu'on ne connaît ou qu'on ne connaît pas vraiment, qui s'aiment depuis des années, par-delà le quotidien, dans la confiance et sans conflit. Si vous n'avez jamais rencontré ce couple, c'est normal. En tout cas, vous pouvez en parler ce soir. C'est donc à 20h, tarif à partir de 16,99 €. Vous pouvez réserver par téléphone au 08 26 38 13 00 et il y a donc plusieurs éditions de ce spectacle ce soir à 20h, vendredi et samedi à 21h et dimanche à 15h et c'est donc à la Comédie du Havre. Après le théâtre et avant d'aborder un autre sujet de théâtre, puisqu'aujourd'hui on reçoit une compagnie de théâtre qui va nous parler de sa programmation, je vous propose de nous tourner vers la musique avec notre découverte musicale Ferrarock, Tonnerre et Biquet 3. Vous connaissez déjà cet album, on en a déjà parlé sur les ondes de Westrack. Je vous propose de découvrir de nouveaux titres inédits et puis surtout de découvrir leur inspiration. On écoute ça et on se retrouve juste après pour parler théâtre. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. It's a Bomb, c'est le nouvel album de Tonnerre et Biquet 3, sorti le 10 novembre 2023 chez Born Bad Records. La musique du Congolais Boni Biquet, il a fallu souvent la chercher dans le purgatoire des musiques du monde, lieu de tous les possibles, où les diamants bruts cohabitaient avec des cauchemars de production blanc-bec qui congelaient la rumba façon poisson pané. Et pourtant, Biquet a voulu en sortir de cette image, et c'est pourquoi il a fondé le trio Tonnerre, qui reprend le flambeau pour construire avec lui ce disque qui annonce la couleur fièrement It's a Bomb, pensé à la maison par Guillaume Gilles, qui s'occupe de la compo et des claviers. L'album a été fini au studio One Two Pass It avec Olivier Fiadero et Gaël Salomon au percu, Johan Dubo aux machines et à la basse et Guillaume Lozillon au programme synthé et émetteur de cette affaire. C'est un disque profondément musical, joué par une équipe érudite, mais qui n'a plus rien à voir, ça s'entend. Sans attitude, le disque flotte bien au-dessus de la mêlée.
ye mona kufuta tia moto bakata pawa makambo malekiye ndeko ya mwasi atika kotenga zoba yo okoka mwampo asalisa biso fami la jolie akoma bwange famia binemi tobimi o zero mwana mboka zala gentil pesa motema na yo toleli mwana mboka zala gentil pesa motema sala noki Prévenu, Keba Natu Butu, méfie-toi, j'espère l'avoir bien prononcé, gaffe, oui, au-delà des plaisirs simples du soukou ou du riff de guitare rumba qui tourne comme un manège, qui passe plus le contrôle technique, c'est la luxuriance totale des arrangements qui frappent. L'orchestre tout-puissant met tout le monde à l'amende, dans un style décloisonné, avec un bel esprit de synthèse, il y a du droit, du syncopé, de la 808 et les basses typiques qui font lever les genoux, mais ce n'est jamais le gloubi boulga. Dans cette sono mondiale, il y a une vision. Écoutez, je vais vous raconter l'histoire de la forêt et des dieux. Au commencement, Dieu
quand il voulait aller quelque part, que déjà, il y était. Et il avait fini ce qu'il voulait faire. Lui vint l'idée de se rendre utile à lui-même. Il se dit, si je prenais un peu plus de temps, si je m'accordais un peu plus le temps de faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire entrer en opposition avec ses capacités. Il en avait marre d'être omniprésent, d'être omnipotent. Il s'est dit, je vais essayer de créer des choses, de faire les choses à l'envers, d'une certaine façon. Et il créa l'univers. Il souffla dessus. Il créa tout un tas de choses. Vu qu'il était dans la pénombre, il créa les étoiles pour s'éclairer un peu, aussi bien dans la tête, dans l'esprit, que de vue. Il voulait voir ce qu'il faisait. Ouais, pas seulement de faire, mais il voulait voir, contempler la contemplation. Dieu aimait voir les choses belles, les belles choses. Il se dit, ok, mais c'est fantastique. Il a créé des forêts, il a fait tout un tas de choses, les eaux, voilà, des rivières aux grandes eaux, les fleuves, les océans. Puis, il voulut du chant. Il créa les animaux, les oiseaux, et tout ça, qui aussitôt se mirent à communiquer, à chanter, à s'égayer. Il trouva tout ça très beau. Oui. Puis il se dit, mais pourquoi ne pas créer à mon image? Créer à mon image, à son image à lui. Quoique, il était déjà âgé. Et voilà, il créa l'homme qui vivait dans la forêt avec pas grand-chose. Et comme son père commença à s'ennuyer au bout d'un certain temps. L'homme découvrit une chose, que dans ses contradictions, Dieu avait créé d'autres dieux, plus ou moins grands, plus ou moins gentils ou méchants. Mais ça l'amusait, il a laissé. Et ces gens ont commencé à conquérir d'autres espaces. Et Dieu a laissé faire. Voilà comment l'homme s'est mis à rencontrer d'autres esprits, des tas d'esprits bienveillants, malveillants, qui nous ont amenés à ce que nous sommes aujourd'hui. Parmi ces esprits, d'autres rêvant de progrès, cherchant à devenir eux-mêmes des dieux parfaits, ont importé la déforestation. Les machines sont arrivées, ont pris la place de la main de l'homme, ont pris la place de l'intelligence de l'homme, ont pris la place des yeux de l'homme. La forêt et l'intelligence sont installées aujourd'hui dans la machine que l'homme a créée. L'homme détruit de plus en plus la forêt, la remplaçant par des machines à son service. Mais qui sait? Demain, les machines ne risquent-elles pas de prendre la place de l'homme, de se révolter, de chercher à acquérir la même liberté que celle voulue par l'homme en son temps? Voilà l'histoire de la forêt et des dieux. La forêt est désormais dans les machines. L'intelligence aussi. Et qui sait? Les dieux aussi sont dans les boîtes, sont dans des machines.
Dieu a voulu s'amuser, mais jusqu'où est-il allé? Est-il encore avec nous? Est-il encore parmi nous? Cela, nous ne le savons pas. Nul ne le sait. Personne ne sait si Dieu est parmi nous. Est-il avec nous? Dieu est-il avec les hommes? BKE, renommé Biquet 3 pour l'occasion, s'amuse de sa voix bien tapée, dont le vibrato fou s'est bonifié. Il la met au service dans Zella et Balobi, notamment d'une flamboyance cabotine à la Scream J. Hawkins. BKE aime bien jouer le chant, son plaisir de la langue va jusqu'au pur récit. Ainsi, le titre La forêt et les dieux est une excursion en français dans la brousse qui avance sur un tapis moussu, des synthés et des percus pour nous raconter une histoire à dormir debout. Et cette histoire, elle n'est surtout à ne pas rater, c'est le moment ou jamais d'écouter la musique des vivants. Vous pouvez retrouver cet album partout et c'est un partenariat Ferrarock. Vous pouvez donc vous rendre sur le site de la Ferrarock pour avoir toutes les informations sur le groupe. Je vous rappelle que l'album s'appelle It's a Bomb de Tonnerre et Biquet 3, sorti déjà le 10 novembre 2023.
Na uti Afrika, na uti Ghana, na uti Nigeria, na uti Congo, na uti South Africa, na uti Libya. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Tonnerre et Biquet 3 à l'instant sur Westrack Radio nous demande « Are you OK ?» Il est 17h31 sur Westrack. On va continuer à parler de musique au Havre avec le concert de l'orchestre Harmonie de la ville du Havre. Mathieu nous donne toutes les informations sur Westrack Radio. Nous sommes avec Mathieu Burnel pour parler aujourd'hui du concert de l'Orchestre d'Harmonie du Havre qui se déroule le dimanche 19 novembre au Théâtre de l'Hôtel de Ville. Voilà, pour le moment, c'est bon. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, ce concert qui va avoir lieu le dimanche 19 novembre et qui a pour nom Saxophonie par l'Orchestre d'Harmonie de la ville du Havre. Alors, tout d'abord, j'ai vu que ce concert était organisé par le conservatoire Arthur Honegger en lien avec l'amicale des orchestres d'harmonie du Havre. Alors ça me soulève deux questions. Déjà d'une, qu'est-ce que l'harmonie concrètement dans le spectre musical ? Et puis, il y a plusieurs orchestres d'harmonie au Havre. Ça, c'est une découverte. Alors effectivement, déjà pour répondre à la première question, une harmonie, globalement, c'est un orchestre à vent. Donc un orchestre qui va regrouper des bois comme les clarinettes, les flûtes, les hautbois, des cuivres comme les trompettes, comme les trombones, les euphoniums et des percussions. Alors de base c'est une formation qui est née un peu partout en Europe au 19e siècle à peu près. Parce que l'image qu'on a souvent des orchestres, vous savez, ça va être justement l'orchestre avec avant tout des cordes, des violons, des violoncelles, etc. Donc ça c'est plus l'orchestre philharmonique. Non, ça va être l'orchestre symphonique. Un orchestre symphonique, le premier changement après l'orchestre symphonique, c'est développer la place justement des vents. Et là, c'est l'orchestre philharmonique. Et puis en fait, petit à petit, il y a des orchestres sans cordes qui sont créés, donc des orchestres harmoniques. Alors, du coup, il y a plusieurs orchestres d'harmonie au Havre, c'est bien ça ? Alors effectivement, il faut savoir que la tradition d'orchestre d'harmonie, elle est très ancienne au Havre, hein, ça a un bon siècle et demi. De base, c'est un truc tout bête, hein, c'est juste que les instruments avant, ça a toujours plu à une classe assez populaire, il y en a toujours eu notamment autour du port. Et de fait, dès le milieu du 19e siècle, en fait, on a des orchestres d'harmonie, enfin on a un grand orchestre d'harmonie qui va se créer au Havre et qui petit à petit va faire justement des bébés. C'est-à-dire que jusqu'à il y a 5 ans, on avait 4 orchestres d'harmonie au Havre, donc toutes supportées par le conservatoire Honegger, le conservatoire départemental du Havre, qui se découpaient en fonction des niveaux. Donc vous savez, comme dans le sport, un orchestre minime, un orchestre cadet, un orchestre junior et un orchestre senior. Alors l'orchestre minime, il a disparu il y a quelques années, maintenant on a toujours 3 orchestres d'harmonie, qui chacun regroupe, alors les cadets c'est une quarantaine de musiciens, les juniors à peu près pareil, et l'orchestre senior, donc l'orchestre de la ville, l'OHVH que vous entendrez peut-être, orchestre d'harmonie de la ville du Havre, qui représente un gros 70 musiciens. Alors du coup on a dit un siècle et demi, l'histoire un peu de l'harmonie au Havre, du coup c'est presque antérieur au conservatoire Arthur Honegger.
il y a une vraie culture en tout cas autour de ces orchestres d'harmonie. Et puis effectivement, ce volet un peu historique, un peu lié au métier du port, il y a un côté peut-être un petit peu plus populaire que la musique classique telle qu'on pourrait l'imaginer. Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire que en fait un orchestre d'harmonie, disons qu'il est à mi-chemin entre un orchestre symphonique, comme on en a souvent la tradition, avec justement ses cordes, ses vents, ses percus, et un côté plus fanfare. Vous savez, le brass band concrètement c'est un orchestre d'harmonie mais sans les instruments en bois. Et voilà, globalement, un côté beaucoup plus traditionnel, mais beaucoup plus populaire de la musique aussi, et c'est ce qui explique notre répertoire aussi. Vous voyez, nous, on va aller jouer aussi bien des œuvres classiques, parce qu'en plus, aujourd'hui, il y a beaucoup de compositeurs qui composent directement pour orchestre d'harmonie. Beaucoup de musique de film. Des fois des variétés aussi, qui ont été soit retravaillées, soit directement composées pour orchestre d'harmonie. Donc avec un répertoire très très vaste, et dont on fait profiter les Havrais depuis maintenant même sous cette forme de 3 orchestres différents depuis des décennies. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que l'orchestre d'harmonie de la ville du Havre a même participé à des grands concours européens ou au moins internationaux et a été primé d'ailleurs. Alors ça, c'est une grande fierté pour tout l'orchestre, aussi une grande frustration parce que ça s'est calmé avec le Covid. Pour recontextualiser, alors déjà, moi c'est une expérience perso aussi, je suis arrivé à l'orchestre en 2015, donc travaillant sur les bateaux, c'était en passant entre 2 embarquements, puis la chef d'orchestre m'a dit attention parce que l'année prochaine on passe un concours international, donc faut être là toute l'année ou faut pas être là, quoi. Et voilà, l'orchestre a été impliqué dans tout un tas de concours. Les derniers en date, c'était 2017, un concours qui s'appelle Phil Corno d'Oro, qui était en Italie. Et puis le dernier grand projet en date, en fait, ça a été de représenter la France au championnat d'Europe des orchestres d'harmonie. Alors tout était fait, puisque c'est en 2019 que l'orchestre avait été sélectionné pour justement représenter la France. Alors ça, c'était une grande fierté pour tout l'orchestre, parce que quelque part, on s'est affirmé comme le meilleur orchestre de France en harmonie. Et puis voilà, c'était en 2019, le championnat était prévu en 2020, a été repoussé en 2021, et puis c'est en 2022 en fait où l'édition est arrivée à la suivante. Faut savoir un truc, c'est que les concours, ça représente un boulot fou de préparation. L'orchestre, pour la plupart, on reste des amateurs. Et du coup, reconduire ces préparations de championnat, il y a un moment, on n'est pas allé jusqu'au bout. Mais il y a quand même cette fierté, d'avoir été primé comme le meilleur orchestre de France en harmonie. Alors on va parler maintenant un petit peu du concert qui a lieu le dimanche 19 novembre au théâtre de l'Hôtel de Ville, un concert en après-midi à 15h. Quel va être le programme de cet événement ? Alors, ce premier concert, tous les ans, l'Orchestre du Havre en fait 3 au théâtre de l'Hôtel de Ville au Havre. Ce premier concert, il est consacré au saxophone. Donc, on va avoir plusieurs morceaux qui vont justement mettre en avant les saxophones. On a 2 solistes invités. On a Vincent David, soliste qui va justement jouer avec l'orchestre pour une pièce précisément. Et puis aussi, on a le quatuor Axon. Alors, le quatuor Axon, c'est un quatuor de saxophones avec des saxophones de toutes les formes. On a souvent l'image du saxo alto, vous savez, celui que joue Lisa Simpson, quoi. Mais les saxophones, ça va du petit qui ressemble presque à la clarinette, au très grand qui fait un bruit de sirène de paquebot en termes de tessiture. Et donc voilà, ça va être l'occasion de mettre un peu en scène tous ces saxophones différents et qui vont être donc accompagnés avec l'Orchestre du Havre et ses 80 musiciens. Donc ça, c'est 3 morceaux où les solistes sont mis en avant, et puis après, c'est l'orchestre lui-même qui va mettre en avant ses propres solistes avec justement des morceaux consacrés au saxophone. Et côté répertoire, est-ce qu'on peut avoir un peu une avant-première de ce qui va être interprété ? Alors côté répertoire, il y a un peu tous les styles du coup, l'orchestre s'appuie beaucoup sur notamment là, il n'y a pas de musique de film, après beaucoup de choses d'un style classique et aussi pas mal de jazzy. Vous savez, en plus, c'est un très bon exercice pour l'orchestre. Imaginez, on a souvent l'image du jazzman, au moins du quatuor, qui va d'un petit coup d'œil improviser ensemble. Bon, à 80, c'est plus compliqué à coordonner. Par contre, là, justement, c'est beaucoup de morceaux assez jazzy qui vont nous permettre aussi, justement, d'être très souple, de bien s'écouter tous les musiciens ensemble pour justement faire une impression de jazz, de souplesse, de légèreté.
Donc l'occasion de voir un orchestre qui peut paraître un peu massif sur les photos, avec 80 musiciens, mais qui va s'éclater comme un petit groupe de jazz, c'est le faire. Alors, par exemple, je suis musicien amateur, je joue du saxophone chez moi dans mon salon. Comment je rejoins une harmonie ? Alors, l'harmonie, elle est ouverte à peu près à tous. C'est la différence entre les différentes harmonies du Havre. En fait, c'est surtout une question de niveau. Donc, l'idée, en fait, c'est d'aller voir les chefs d'orchestre. Et puis, en fonction des niveaux, on voit si vous plairez plus dans telle ou telle harmonie. Vous voyez, de mon côté, je suis arrivé au Havre, j'avais pas beaucoup de temps, genre 50 musiques derrière moi. On m'a invité à rejoindre les juniors. Et puis en évoluant un peu, je suis arrivé au senior. Et puis justement, maintenant je suis à l'orchestre de l'harmonie de la ville du Havre. Et c'est... Donc souvent ça passe par le conservatoire. Il faut savoir que les 3 orchestres sont portés par le conservatoire Honegger du Havre. Et en fait, les élèves du conservatoire ont entre guillemets une porte ouverte justement dans les orchestres, pareil, en fonction de leur niveau. Donc en général, les 3-4 premières années, ils seront plutôt invités à l'orchestre cadet. Ensuite, de la 5e à la 7e, 8e année, plutôt à l'orchestre junior. Et puis au-delà de la 8e année, en général, à l'orchestre de la ville. Mais voilà, ça change en fonction de ça. Et de fait, on a beaucoup de monde dans les orchestres qui ne sont pas élèves du conservatoire. Et maintenant, moi, j'en fais partie. J'ai fini le conservatoire il y a 2 ans. Et je suis resté dans les orchestres. Et voilà, c'est en fonction du niveau et aussi sur le feeling avec le chef, on va rejoindre tel ou tel ensemble. Et alors, juste une petite précision, mais vous êtes tous amateurs au sens salarial du terme. Alors, dans l'orchestre, en fait, il y a quelques professionnels, quelques profs du conservatoire, en fait, qui viennent pour la plupart, c'est soit sur leur temps libre, soit donner un coup de main pour renforcer un peu les effectifs. Vous voyez, c'est là où le conservatoire du Havre porte aussi l'orchestre, parce que justement, la plupart des profs du conservatoire qui viennent jouer avec nous sont payés par le conservatoire. Mais sinon, sur les 80, on doit être 65-70 amateurs. Donc, ce que certains qualifiaient avec un petit côté éloquent de grands élèves, parce que on était en fin de formation. Après la musique, vous pouvez passer votre vie à vous former, il y aura toujours des trucs à apprendre. Donc voilà, des élèves, principalement des élèves et des musiciens amateurs qui viennent se rejoindre justement pour soit tous les mercredis, soit tous les vendredis, pour répéter ensemble. Alors, on rappelle le concert de l'Orchestre d'harmonie de la ville du Havre, intitulé Saxophonie, a lieu le dimanche 19 novembre au Théâtre de l'Hôtel de Ville à partir de 15h. La billetterie, c'est directement au Théâtre de l'Hôtel de Ville et sur le site internet de la ville du Havre. Mathieu Burnel, merci beaucoup. Merci à vous et puis on vous attend nombreux pour le 19 novembre. Et puis merci à toi Mathieu pour cette belle découverte. C'est donc dimanche à noter dans vos agendas. Je vous l'avais promis, on va parler maintenant un petit peu de théâtre puisque notre invité du jour, c'est la compagnie Metaleps, compagnie de théâtre havraise. Et dans le studio, c'est donc Rebecca Andelay, responsable artistique de cette compagnie de théâtre qui se trouve 10 rue Chouquet au Havre. Bonjour Rebecca. Bien contente d'être là aujourd'hui. On parlait tout à l'heure des bêtises. Et je viens d'en faire une, j'allume pas le micro. Alors je recommence Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour, ça va bien ? Ouais, ça va très bien. C'est la première fois du coup que tu passes sur Westrack. Est-ce qu'on peut commencer par un petit historique de la compagnie, surtout que c'est pas récent que la compagnie est sur le Havre. Je te remercie. Je dois le prendre bien. Non. La compagnie Metaleps, effectivement, elle a été créée il y a un petit bout de temps, en 1999 au Havre, par un conteur qui s'appelle Christian Tardif. Et c'est un ami de longue date. Et Christian Tardif, pour la petite anecdote, il m'a emmené sur mes premières expériences dans les écoles maternelles. Il me disait, allez, viens jouer un petit coup de violoncelle. Je suis violoncelliste. Voilà, et en fait, j'ai rejoint vraiment la compagnie en 2008 autour d'un spectacle qui s'appelle Refrain, qu'on a beaucoup tourné, donc juste des récits et du violoncelle. Et puis, au fur et à mesure des années, Christian avait envie de continuer son travail artistique, mais de laisser tomber un peu tout ce qui était direction de la compagnie. Et donc, j'ai repris la direction artistique de la compagnie en 2019. Ouais, 2019, on va dire. Voilà.
pour la petite histoire. Et donc vraiment la compagnie Metaleps crée des spectacles qui sont vraiment, qui se situent à l'interstice entre les arts du récit, le théâtre et la musique. Il y a vraiment l'importance du coup de l'oralité, un désir de retranscrire et du coup la musique, puisque toi tu es violoncelliste. Alors moi je suis effectivement violoncelliste et en fait tout le fil qui relie toutes nos créations dans cette compagnie, c'est vraiment sur le récit. Donc ça peut être des récits issus de l'oralité, donc les contes traditionnels, les contes populaires, dont il existe des versions absolument universelles, c'est-à-dire qu'il y a des trames qu'on va retrouver dans des contes chinois, dans des contes de Pérou, on va se rendre compte que c'est les mêmes alors que ça s'est écrit, voilà. Mais c'est de tradition orale. Et puis nous, ce qui nous intéresse, c'est le récit. Donc le récit, après, ça peut être les formes d'écriture de l'oralité, et puis aussi des récits vraiment liés aux albums jeunesse, comme on peut voir, parce que effectivement, nous à la compagnie, ces dernières années, en tout cas moi, au sein de la compagnie, je crée des spectacles pour le très jeune public. Il y a donc la musique aussi. C'est quoi la différence entre un spectacle qui pourrait être monté pour les enfants sans cet ajout musical et d'ajouter cette touche violoncelle ou autre? Qu'est-ce que ça ajoute vraiment? Alors, je trouve ça chouette la façon dont tu formules ta question, parce que en fait, pour moi, la musique et le violoncelle, ça n'ajoute pas, ça vient raconter, ça vient mettre des mots d'une autre façon, c'est-à-dire que ça vient prendre le relais du récit. Il y a des mots, mais au-delà des mots, on peut avec le violoncelle exprimer une émotion, un ressenti, une joie, une peur, au-delà des mots, ou même un paysage sonore. Et donc, c'est vraiment aussi au-delà du purement narratif, comment on peut être plongé dans une histoire par la musique. Comme la musique de cinéma, en fait, parfois on écoute une musique de film, on n'a pas vu le film, mais déjà ça nous transporte quelque part. Et c'est vraiment toute l'idée. Après, le violoncelle, c'est un instrument qui est assez spécifique, parce qu'il y a une envergure, une tessiture très très ample. On dit souvent que le violoncelle, c'est un peu comme une voix humaine, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre. Il y a une vibration très forte, c'est à la fois très grave et très aigu. Il y a une palette assez riche, parce que on peut passer vraiment de timbres très différents entre l'archet, les pids. Pids, c'est quand je pince les cordes, et donc c'est sons frottés. Et on peut aller dans plein de registres musicaux très différents. Et c'est tout ce qui m'intéresse, parce qu'on peut vraiment se transporter collectivement, voilà. Et l'idée, c'est aussi par le biais du violoncelle de se créer un petit cinéma intérieur, quoi, une petite bulle d'émotion, voilà. Et nous, par exemple, on fait souvent des résidences en crèche, puisqu'on crée des spectacles pour les très jeunes spectateurs, et c'est fascinant de voir que les tout petits, mais quand je dis tout petits, c'est les petits enfants de 3 mois, dans les bras des parents, le son du violoncelle vraiment on dirait qu'ils dansent dans l'air, quoi. C'est toute cette émotion qui est non verbale et qui va vers le mot, mais voilà, l'émotion de la musique. Et qui colle bien du coup avec le public, puisque les enfants de 3 mois ne vont pas comprendre aussi bien qu'un enfant d'1 an ce qui se passe sur scène, en fait. Donc parfois peut-être la musique, bien sûr, évite d'expliquer avec des mots. C'est tout à fait l'idée. C'était vraiment que la musique vient prendre le relais des mots. Alors après, nous, on crée, donc là, on a créé j'ai créé 3 spectacles très jeune public ces dernières années. Donc il y a eu Babil, qui est un spectacle visuel qui justement aborde les prémices du récit. Donc c'était avec Marek Douché, qui est havrais et qui est percussionniste et aussi marionnettiste, mais là c'était du théâtre d'objets, c'était vraiment sur les prémices du récit. Et on allait en musique vers une esquisse
de première histoire, on va dire. Ensuite, après Babil, on a créé Mu. Alors Mu, ça a été créé avec une marionnettiste, parce que pour le coup, c'est pas du théâtre d'objets, c'est de la marionnette. Une marionnettiste qui s'appelle Claire Vialon, et ce spectacle a été repris avec Marie Vitesse, qui est ma grande compagne actuellement, qui a repris le spectacle Mu et qui crée avec moi le dernier spectacle. Et Mu, c'est pareil, c'est de la musique, c'est du chant, on est deux à chanter, on est deux femmes au plateau et deux femmes à chanter. Et en fait, c'est un regard poétique autour du langage. C'est qu'est-ce que c'est que le langage, qu'est-ce que c'est que l'entrée dans le langage. Et donc ça, c'est Mu. Et voilà. Et le petit dernier, qui date de l'année dernière, il a 1 an, le petit dernier, et il s'appelle Marcel ne fait rien. Oui, on aura l'occasion d'en parler. Alors, en plus des spectacles, il y a aussi des ateliers, puisque l'ADN de la compagnie, c'est aussi de transmettre. Ouais, la transmission, c'est vraiment un axe central de la compagnie. On mène des stages, des ateliers, des interventions. Alors après, on les mène dans les crèches, les bibliothèques, les écoles, pour les professionnels, pour les amateurs. Et c'est vraiment des moments qui sont très forts pour nous. Alors ça peut être des ateliers qu'on va mener juste à l'issue du spectacle, des ateliers parents-enfants. Ça peut être des ateliers dans les écoles. Là, ces 2 dernières années, on fait beaucoup de CTEJ, contrat territoire enfance et jeunesse. Et donc ça, on a joué des spectacles en scolaire, et après on vient mener des ateliers ombre et musique dans les classes qui ont vu le spectacle auparavant. Et pour moi, cet axe de transmission, de lien, il est hyper important, parce que on est dans le réel, on n'est plus dans le cadre de la représentation, qui est un moment assez singulier. On est dans le réel, on est dans la rencontre, et on est vraiment dans le partage d'expériences, et on peut surtout nommer ce qu'on a ressenti pendant le spectacle, et essayer et se dire, mais en fait, moi aussi, je peux fabriquer des ombres. Et je les ai vues, je les ai ressenties, mais comment... c'est expérimental, en fait, les ateliers, et c'est des moments... voilà, aussi de lien pour les familles ou avec les enseignants, et qui sort du cadre habituel quand on fait des ateliers dans les écoles. Parfois, il y a des enfants qui se révèlent d'un autre point de vue que du point de vue purement scolaire, ou avec les parents, c'est pareil, des moments de révélation. Les parents découvrent que leur enfant a une sensibilité à la musique très forte. Et voilà, c'est des moments qu'on aime beaucoup, et qui complètent très bien le moment très fugace quand même, qui est très précieux, mais qui est très fugace du spectacle. C'est une passion. Je vois des yeux qui s'illuminent plein d'étoiles. J'imagine que les enfants aussi ont des yeux qui s'illuminent après le spectacle. Mais pour vous aussi, en fait, ah ouais. C'est et un alors, partage. Ouais, c'est vraiment pour nous le spectacle. Alors surtout le spectacle très jeune public. Je dis toujours, c'est le public le moins poli du monde. Un public d'enfants de tout petits, à partir d'1 an et demi, s'ils s'ennuient, vous êtes tout de suite au courant. Donc voilà, c'est comment on va tout mettre en œuvre pour créer un moment vraiment singulier. Et quand ça marche, c'est des moments vraiment fabuleux. On voit des enfants qui se mettent dans les bras des parents. Ils sont debout, mais c'est des enfants qui sont encore non marcheurs, et qui vont danser, qui vont rire aux éclats, qui vont reprendre, devancer parfois le récit. Et quand ça prend comme ça, ou qu'ils vont chanter avec nous, il y a une spontanéité qui est magnifique. Et puis aussi, ce qui est vraiment magnifique, c'est que souvent c'est les premiers spectacles, donc c'est des moments qui vont être cruciaux. Voilà. Et puis c'est des moments aussi de triangulation. Parfois, moi, sur scène, je happe le regard d'un parent qui regarde son enfant. Donc en fait, c'est un jeu de regard comme ça qui est super. Et voilà, ouais, c'est chouette. Ça peut être aussi un peu vexant en tant qu'artiste quand on a préparé un spectacle et qu'on voit certains enfants au premier rang qui s'ennuient, qui se lèvent, qui jouent ou autre. On s'est quand même investi, j'imagine, même si c'est la réaction attendue d'un enfant de 1 ou même moins âgé. Ça peut être quand même un peu vexant, on est un peu blessé. Alors en fait, non. Parce que en fait, quand on est dans l'enfance, il y a plein de façons d'écouter très différentes. Et justement, c'est ça que ces ateliers aussi nous
nous montre à chaque fois, c'est que en fait, on peut très bien écouter, on écoute très bien quand on marche, on écoute beaucoup mieux quand on dessine. Et en fait, écouter, c'est pas forcément... on se marre toujours, nous, avant les spectacles, mais les accueils, dans certains théâtres, on dit vous fermez les yeux, vous fermez la bouche, vous ouvrez bien grand les yeux, là. C'est pas ça, un spectacle pour le très jeune public. Nous, on crée en se disant que de toute façon, ils vont participer, ils vont écouter à leur façon. Et j'ai envie de te répondre que, franchement... Ça nous est arrivé de susciter une émotion qui est trop forte. Alors parfois une petite peur, mais d'ennui non, parce qu'il se passe quand même plein de choses sur le plateau. C'est à la fois visuel, il y a des marionnettes, ou alors il y a des ombres, il y a des choses qui sont manipulées, il y a de la musique, et puis on est 2 au plateau. Et en fait, là où c'est important aussi pour nous, c'est qu'il y a dans les spectacles qu'on propose, et ça rejoint le conte à l'origine de la compagnie, c'est qu'il n'y a pas de 4e mur, c'est-à-dire que on est en relation directe avec les spectateurs toute la représentation. Donc en fait, on va aller chercher du regard, un peu comme même du spectacle de rue, ça n'a rien à voir, mais on est toujours en relation avec chaque spectateur. Vous êtes du coup 2 sur scène, 2 femmes. Donc il y a toi, Rebecca, et Marie Vitesse dont tu nous parlais tout à l'heure, ta complice, marionnettiste, comédienne et du coup montreuse d'ombre. C'est comme ça que c'est décrit sur le site. Quand on va sur le site, il y a un onglet équipe et il y a une chose qui saute aux yeux, quelque chose de positif. Vous êtes beaucoup de femmes. Ici sur Westrack, on accueille des structures très différentes, de la musique, du théâtre, de la danse, et il y a toujours cette question qui revient autour des femmes et du monde de la culture. Comment ça se passe dans le théâtre ? Alors, je suis très 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 contente de dire qu'en fait là, l'équipe de la compagnie Metaleps, elle est exclusivement féminine. Tu m'excuseras, Christian, mais elle est féminine parce qu'en fait, donc il y a effectivement sur le spectacle Marcel ne fait rien, il y a Marie Vitesse qui fait les ombres, qui est au plateau, qui a fait la création. Il y a Lise Marie-Voé qui est régisseuse, et voilà, on tourne à 3. Et surtout, primordial, Fred, si tu nous écoutes, il y a Fred Lacheret qui est à l'administration. Et donc voilà, on est 4 femmes, chacune a des endroits différents. Et je trouve que c'est déjà c'est des moments qui sont chouettes à partager. Et puis je trouve que les choses ont évolué vraiment, et qu'il y a quelques années, quand on tournait avec que des femmes, le ressenti, le regard était pas toujours... Voilà, les choses ont évolué en bien. Voilà. Et tant mieux. Et tant mieux, heureusement. Donc vous êtes 2 avec un jeu de marionnettes, un jeu aussi avec le violoncelle. Comment ça s'articule sur scène pour du coup pour le spectacle Marcel ne fait rien. Alors Marcel ne fait rien, en fait, c'est une histoire de musalot. Alors je sais pas si tu sais ce que c'est qu'un musalot, pas du tout. Lucie. Alors le musalot, c'est un petit mammifère qui niche dans les arbres, qui se nourrit exclusivement de noix et qui est très sensible. Et en fait, dans cette histoire, tous les musalots font des provisions sauf un. Et Marcel, lui, ne fait rien. Alors, je vous invite à venir voir l'histoire, mais en tout cas, il y a à la fois des ombres, il y a à la fois des images projetées qu'on fabrique à vue. Donc les ombres, elles vont être en noir et blanc. Il y a des images projetées, et on va projeter de la matière organique, par exemple des fougères ou de la gélatine, et on va composer des tableaux visuels à la fois avec des ombres et des images projetées. Et en fait, la scénographie, elle part d'un livre pop-up. Vous savez, comme les livres qu'on ouvre et puis tout un décor apparaît, un livre pop-up. Donc, en fait, on part d'un grand livre, et en fait, c'est comme si on plongeait dans l'histoire de Marcel. Et donc, au fur et à mesure du récit, le livre, comme si on plongeait dans le livre et que les personnages se mettaient à exister comme ce qui se passe dans notre tête, comme un petit cinéma intérieur. Et en fait, au fur et à mesure, le livre pop-up se transforme en immense livre sur le plateau. Et en fait, au fur et à mesure, les personnages sortent du livre jusqu'à se transformer, mais je voudrais pas tout dévoiler. Il faudrait aller voir le spectacle. J'imagine qu'il y a quand même des limites à ce qui peut être fait sur scène, au niveau que ce soit taille ou même logistique, puisque vous êtes 3, dont 2 sur scène. Vous pouvez pas partir, sortir, aller chercher du matériel, etc. Comment est-ce qu'on laisse l'imaginaire partir ? Parce que j'imagine que vous avez plein d'idées, mais en même temps, rester quand même les pieds sur terre avec ce qu'il est possible de faire.
Alors, ça, c'est pas mon fort, parce que moi, j'ai toujours plein d'envie, etc. Alors là, pour ce spectacle-là, une partie de la scénographie, alors la construction principale a été faite par Marie, mais une partie de la scénographie a été réalisée par Joël Cornet, qui est dans les locaux ici au fort et tout ça. Et Joël, il nous a construit une machine qui est super. Donc après, une machine à noix, je vous laisse, voilà. Mais je sais pas comment dire, l'image, enfin. Au niveau, c'est assez léger, le décor est assez léger, mais quand même, il y a quand même pas mal de choses. Et après, c'est plus, comment je pourrais dire, de rester dans la sobriété, parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir j'aime bien des formes qui sont assez épurées, elles sont riches, mais elles sont épurées. Et l'enfant, il peut, vous savez bien, les petits, avec 2 bouts de bois, ils inventent un personnage. Je veux dire, une marionnette, elle existe avec 2 stylos. Et c'est garder cette économie-là pour plonger l'enfant dans un imaginaire qui lui est propre aussi. Donc c'est tout un enjeu entre une envie théâtrale et en même temps une forme simple, développer une forme simple. Pour l'histoire de Marcel, vous êtes donc en tournée sur plusieurs dates. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée d'où on peut vous retrouver ? Ouais, alors là, dans les prochains temps, on est super contente. On va aller jouer à la Ficelle de Goderville. Donc, en fait, nous, à chaque fois qu'on joue, il y a des scolaires et des tout publics. Donc là, on joue du 28 novembre au 30 novembre. C'est principalement des scolaires, mais il y a une tout public. Venez nombreux le mercredi 29 novembre à 10h30. Voilà, alors de mémoire, je crois que c'est gratuit, mais vous retrouvez toutes les infos sur le site de la campagne de Co, comité de communes de campagne de Co, voilà, ou sur le site de la compagnie Métaleps, vous retrouverez des infos. Et après, on joue à l'espace culturel Philippe Torreton, ça c'est à Saint-Pierre-les-Elbeufs. Et on joue le 8 en scolaire, mais il y a une tout public le 9 décembre à 10h30. Et ensuite, on joue à l'hydre en scène CO3, mais je crois que c'est encore que des scolaires. Voilà. De toute manière, comme toujours, tout est remis sur le site de Westrack. Vous avez un site pour... ouais, on a un site, et le site, c'est juste compagniemetaleps.com. C'est ça. Et par contre, pour réserver les billets, on le précise, c'est directement sur la salle qui reçoit le spectacle. Exactement. En fait. Donc, les lieux qui accueillent le spectacle s'occupent de la billetterie. On fait déjà plein de trucs, nous. Mais tout est remis sur le site. Tout est sur le site. On peut retrouver quand même les informations. Eh ben, merci. Donc, j'invite tous les auditeurs qui auraient des jeunes enfants et qui seraient intrigués par l'histoire de Marcel. Et c'est aussi pour les adultes, parce que les spectacles jeunes publics, c'est pour les petites et les grandes personnes. Alors, voilà. Pour les grands curieux de savoir ce qui arrive à Marcel, qui ne fait rien, on peut donc retrouver sur le site de la compagnie Métaleps. Merci Rebecca. Merci pour ce Lucie. moment tout doux. Il est 18h02, décidément, je perds mes mots. 18h02 sur Westrack Radio. On va donc se quitter après cette belle interview. On se retrouve demain à 17h pour un autre Meg à l'Ouest. Et on va écouter un titre que je viens de voir tout de suite. Ça s'appelle Cœur béton. Joa nous chante ce titre et nous on se retrouve demain. À très vite sur Westrack.